Donc, les gens ont adhéré, les gens le soutiennent et les gens sont prêts au sacrifice. Les gens de ma génération se souviennent de Thomas Sankara. Exactement. Il était très soutenu, tout le monde avait l'air de dire c'est la personne, on l'aimait, on sait comment ça s'est terminé. Doit-on avoir peur? Parce que tout le monde semble avoir adhéré, et on se dit, oui, mais dans le même temps, il y a des tentatives de putsch tous les jours. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir finalement raison de lui? Il est suffisamment protégé aujourd'hui? Le peuple le protège? Bon, les tentatives, on en aura toujours. Mais comme je l'ai dit, des dispositions sont prises pour quand même sa sécurité. Et sur ça, je pense qu'il ne badine pas là-dessus. Donc, par rapport à sa protection, je pense que C'est peut-être pour ça que quelqu'un a pu dire, ça a choqué la planète entière, quelqu'un a pu dire qu'il utilise l'or du Burkina pour se protéger. Mais là, c'est archi faux. Parce que tout est transparent présentement. Tout ce qu'on mène comme activité au niveau des sites miniers, tout est traçable et tout est suivi. Et la population même suit. Donc, c'est pour dire que ce sont vraiment des histoires qui ne tiennent pas la route. Surtout que c'est lui qui a constitué la réserve, parce qu'il n'existait pas cette réserve d'or jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai Mais les choses sont gérées quand même assez clairement. De façon très transparente. Exactement. Mais franchement, Alain Foucault, quelle est la légitimité des gens qui ont renversé le colonel Kadhafi, qui sont à l'origine du désordre que nous vivons, qui viennent avec un tel cynisme encore nous dire pourquoi vous utilisez vos ressources pour vous défendre? Quelle est leur crédibilité? C'est vrai. Et autre chose que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre d'information. La guerre n'est pas seulement une guerre des armes. Nous sommes dans une guerre d'information. Il y a beaucoup de fausses informations, de manipulations, à travers les réseaux sociaux, à travers des organes de presse que nous avons proscrits chez nous. Et on me fait croire, d'abord pour créer des dissensions au sein même de l'armée, en essayant de les opposer. Souvent, c'est des corps ethniques qu'on utilise, souvent c'est des... Et aussi, on fait en sorte de fragiliser la décision populaire, faire en sorte que les gens n'aient plus confiance, soulever la population. Même toute cette misère qu'on fait vivre à nos populations, le fait aujourd'hui, approvisionner nos pays, c'est un véritable défi. Il faut faire des convois. Les convois, ce n'est pas de 10, 20 véhicules, c'est des convois de 10 km qui vont engager 500, des fois 800 hommes, 500 hommes. Or, ces hommes, on a besoin d'eux quelque part. Donc, toutes ces difficultés qu'on essaie pour rendre la vie chère. Mais allez-y, vérifiez, le président l'a dit avant-hier. Aujourd'hui, le sac de riz, son prix par rapport à la situation avant le 26, le sac de maïs. Malgré tout, l'État arrive à faire en sorte que le coût de la vie ne soit pas grévé autant que ça. Et tout ça se fait partie de la stratégie. Soulever la population, soulever l'armée, créer la... C'est pour ça qu'on demande jusqu'à quand est-ce que vous allez tenir. C'est ça la crainte. C'est-à-dire... Il y a une période, moi à mon avis, il y a une période. C'est-à-dire qu'ils vont faire flèche de tout bois, mais à un moment ça va s'arrêter. C'est clair. Mais Alain, si on lâche... je crois qu'on ne doit même pas essayer de répondre à cette question. J'avoue que depuis des années, notre durée de vie se compte en semaines et en mois. Chaque fois, on nous dit... Ils vont pas tenir 3 mois. On leur donne 6 mois. On est là, le peuple est résilient et ceux-ci ne sont pas le bon Dieu. Et nous allons continuer à avancer. Ils vont continuer aussi leur complot au quotidien. Alors, le grand public a envie de savoir parce que la rumeur vient à elle, et elle vient souvent de l'intérieur, la rumeur. Elle est déstabilisante, comme l'a dit le ministre. C'est une stratégie, c'est une guerre, et chacun a sa stratégie. Dans le même temps où on parle du Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré connaîtrait beaucoup de tentatives de putsch, et madame le confirme, au Mali aussi, on dit ils sont divisés. Est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce que les généraux s'entendent? Est-ce qu'on doit avoir peur qu'entre eux, il se passe quelque chose? Est-ce que vous êtes serein là-bas, au Mali? C'est ce que demandent les Africains. Ils ont envie d'être sereins parce qu'ils sont nombreux, des millions derrière ce mouvement qui, pour eux, représente la démarche de la souveraineté du continent. Donc, ils sont un peu regardants en se disant, est-ce qu'on peut être serein avec ces gens-là qui dirigent le pays, qui ne sont pas menacés? Alain Foucault, vous êtes journaliste. Oui. Ça, ce sont des techniques de manipulation
qui vise à envisager, à penser des situations et à penser que ça va se produire parce qu'on l'a prédit. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Que nos équipes travaillent ensemble dans la confiance. Vous avez entendu l'autre jour l'interview du ministre de la Défense du Mali à qui on prend des interviews. Il a absolument clarifié la relation. Il n'y a pas de nuage à ce niveau. Mais ce qui est dans la tête d'autrui, ou ceux qui veulent qu'ils se produisent, qu'ils ont envisagé, Dieu préservera notre peuple de ce type de cataclysme. Mais je pense que nous ne tombons pas dans cette manipulation. Je pense que nos populations aussi ne tomberont pas dans la manipulation parce qu'ils comprennent qui est à la manœuvre. C'est la même chose au Niger. Oui, on a fait circuler ces informations. Mais c'est comme l'a dit le ministre Diop, vous savez, nous au Niger, la technique qui a été adoptée, c'est de se parler. Le CNSP se réunit tous les jours. Et ça permet de mettre à plat, et il n'y a aucun sujet tabou. Donc toutes les informations, même si vous n'en parlez pas, vous qui êtes le concerné, quelqu'un l'a lu sur les réseaux sociaux. Et il va mettre ça sur la table et les militaires en parlent. Et ça permet de tout de suite d'être au même niveau d'information, de déjouer toutes ces tentatives pour mettre... Vous avez vu comment tout ce qu'ils ont fait pour salir nos officiers, des gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Et les gens sont partis sur les réseaux sociaux, ils les ont vilipendés. Mais le truc, c'est qu'entre eux, ils parlent. Et le CNSP parle aussi avec le gouvernement. Je me rappelle une fois, il y avait un truc comme ça. Quand j'étais parti voir le président, il m'a dit bienvenue au club. Donc, c'est pour dire que des trucs comme ça, et ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet aujourd'hui sur les militaires. On sait que ce sont des techniques de diversion, des techniques pour monter les hommes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est une guerre d'usure. On le sait, c'est clair. Avec la Guinée, ça a duré plus de 60 ans quand la Guinée a dit non à la France. Et on ne pense pas on n'est pas, comment on dit, on n'est pas naïf pour croire que la France va nous lâcher de sitôt. La France, elle fera tout pour nous garder sous sa domination. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes déterminés. Et même si l'équipe actuelle qui est là, la France arrive à la destituer ou à les tuer, ou n'importe quel scénario, la France ne pourra plus faire comme avant au Niger. Ce n'est plus possible. Les esprits ont changé. Les esprits ont changé, c'est clair. Vous voyez la jeunesse là, c'est un atout pour nous. Et pour confirmer ou corroborer ou infirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, quand il s'agit de soutien, allez-y voir comment les gens se bousculent pour entrer dans l'armée. Parce que les gens pensent qu'il n'y a rien au bout, c'est la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent de plus en plus. Aujourd'hui, je vous dis qu'on n'a jamais recruté autant que ces dernières années. Et on n'a jamais pu... tout, partout, dans le pays. On n'arrive pas à épuiser le stock. On n'arrive pas à... Il y a un vrai engagement alors contre les autres. Absolument. Et quelqu'un qui va dans l'armée, il sait pourquoi il va. Il sait que c'est le sacrifice ultime. Pourtant, ils y vont. On n'arrive même pas à épuiser le stock. Donc, c'est pour dire que les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Les gens, ce qu'ils ont envie des scénarios qu'ils imaginent là, ils vont attendre longtemps, à mon avis. Ils vont attendre longtemps. Oh. Alors, à quand l'élargissement? À quand l'élargissement et par qui? Robert Ducé, on vous a entendu dans une interview quelque part dire peut-être que le Togo va bientôt. Est-ce que c'est une réalité ou bien vous avez dit le fond de vos pensées? Non, j'ai été clair. Hein. Je crois que, bon, si vous parlez d'élargissement, il faut demander ça aux frères et sœurs de l'AES. Mais bon, le Togo est un pays qui est un pays ami de l'AES. Nous l'assumons. Nous sommes solidaires à leur lutte. Nous sommes solidaires au peuple de l'AES et nous travaillons avec les pays de l'AES. Donc c'est ce que nous faisons. Il n'y a vraiment pas de problème. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment l'AES n'est pas fermée, puisque le traité de l'AES a prévu des possibilités d'adhésion. Donc sur le plan juridique, c'est possible. C'est une décision politique. Le Togo,
est un pays partenaire, est un allié de nos pays avec lequel nous souhaitons entretenir ou en tout cas maintenir une relation privilégiée. Il y a un dialogue en cours pour voir comment nous pouvons maintenir ce travail. Mais le Togo travaille la main dans la main avec nos pays et nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude au Togo qui a été pratiquement le premier ou le seul à maintenir le dialogue avec nos pays, à marquer sa solidarité et en retour, nos pays souhaitent que nous puissions entretenir toujours des relations de confiance avec ce pays et nous espérons que nos chefs d'État, le moment venu, apprécieront les pas qui sont nécessaires à faire dans ce sens. Alors, et pour compléter ce que le frère Diop a dit en concernant l'élargissement, ce n'est pas fermé. Mais on ne va pas permettre à n'importe qui de venir, c'est clair. Parce que nous savons qu'il y en a, quand ils vont venir... C'est pour le désordre. C'est pour le désordre. C'est pour nous parasiter, comme ils ont parasité les autres organisations. Ces pays-là se reconnaîtront, et nous n'allons pas. Et c'est pourquoi on n'a pas encore parlé des critères, mais on va le faire. Quels sont les critères d'adhésion? Mais ce qui est sûr, c'est que... on va pas... C'est pas un supermarché. Voilà, c'est pas un supermarché. Voilà. On ne laissera pas les gens venir parasiter notre affaire. Non, on ne laissera pas ça. Ah ouais, on ne fera pas ça. Justement, il y a un cadre, et c'est ce qui permet qu'on soit là aujourd'hui, qui permet finalement aux pays comme vous qui êtes exclus d'un certain nombre d'organisations de vous retrouver, qui est l'APA. C'est quoi le but de l'APA, finalement? Non, l'Alliance politique africaine est d'abord et surtout une plateforme informelle pour le moment. Pour le moment. Oui, c'est une plateforme informelle indispensable pour nos pays parce que nous nous réunissons dans plusieurs forats, mais nous ne prenons jamais le temps de discuter des questions existentielles, je dirais, du continent africain. Donc c'est pourquoi nous avions créé... Des stratégies. Stratégiques, oui. Nous avions créé cette alliance et nous avions, je crois que la réunion d'aujourd'hui, c'est la première réunion où il y a eu un élargissement, parce que nous sommes à 21 pays. Dans le Soudan? Dans le Soudan, les Seychelles, oui. Pour discuter avec ces pays et partager nos idées avec ces pays. Alors, ce qui est remarquable, c'est la liberté de ton. C'est-à-dire, j'ai vu d'autres lieux où on parle de façon très empoulée. Bon, là, ça y allait pour de vrai. Oui, ce n'est pas une organisation, c'est un espace de dialogue, d'échange sincère. Parce qu'il faut reconnaître qu'autant nous reprochons la sincérité à certains de nos partenaires, mais parfois entre nous aussi, on n'est pas sincère. Mais au moins, on se dit qu'au sein de l'Alliance politique africaine, il faut être sincère, on discute de tous les sujets, on pose les sujets, on discute, et puis on verra comment on va travailler ensemble autour de ces sujets. Ce qui permet aussi de retrouver ceux de l'AES présents et très présents. Oui, et puis il y a un fait qu'il faut souligner. Le principal acquis, on va parler de la force unifiée, le principal acquis de l'AES, c'est la liberté de parole. Et c'est énorme. Parce que ce que je suis en train de dire, à un moment, si un ministre de l'Affaires étrangères le dit, il ne rentrera pas à Niamey, ministre des Affaires étrangères. Et à mon avis, c'est aussi ça qui caractérise l'APA. J'ai envie qu'on termine sur une note qui est souvent venue vraiment terminer là-dessus. On reproche beaucoup la violation des droits de l'homme à l'AES. Des gens qui se réarrêtent, des gens qui disparaissent. Est-ce que c'est une réalité et est-ce que c'est lié à la situation sur place? Les gens qui disparaissent, en tout cas nous, au Niger, je n'en connais pas. Je sais qu'il y a des gens qui en font un bruit, des bruits avec certaines... Mais nous, on sait où ils sont, et c'est pas les parents savent où ils sont. Tout ça là, fait partie de la technique. Pour la désinformation, pour ce que un moment c'était le Mali au Conseil de sécurité, on a accusé l'armée malienne d'avoir massacré, après c'était les Russes, il n'y avait aucun respect des droits de l'homme. C'est une technique, ça fait partie des techniques. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'il y a des gens qui sont disparus, on ne sait pas où ils sont, ils n'ont qu'à sortir pour donner leur nom. Je sais que chez nous, il y a un ou deux journalistes, mais les gens savent où ils sont. Et ces gens-là, ils savent qu'on leur reproche. On les a pris la preuve dans le... entre autres. Pardon? Un journaliste ivoirien, entre autres. Oui, le journaliste ivoirien qui a été... Mais on sait où il est. Les gens savaient où il était.
C'est-à-dire, bon, les gens, pour brouiller les puces, pour salir le régime, ils diront qu'on ne sait pas où c'est, on l'a pris, et on l'avait pris avec des preuves à l'appui. Hein. On l'a pris avec les preuves à l'appui. Et il n'y a pas que le journaliste ivoirien. Tout journaliste qui vient au Niger, qui essaie de jouer des actions de déstabilisation, il n'y a pas que les journalistes qui essaient de jouer à la déstabilisation, on ne lui fera pas de cadeau. Ces puissances-là, avant, c'était elles qui étaient sur place, après, c'était les ONG, après, c'était et maintenant, ils utilisent tout pour pouvoir déstabiliser, on ne se laissera pas faire. Donc, il n'y a pas de personnes... On peut en dire pareil pour le Mali, pour le Burkina? Alain, vous savez, on est dans un environnement géopolitique et sécuritaire assez complexe. Nos pays font face à la menace terroriste, font face à des actions de déstabilisation au quotidien, qui utilisent des groupes armés terroristes, mais qui utilisent souvent des actions de déstabilisation d'autres personnes, y compris des syndicats. Et nos États, nos institutions ont l'obligation de travailler à sécuriser les institutions. Mais il y a aussi la justice, il y a des systèmes en place qui permettent de fonctionner par rapport à cela, et nos pays doivent se défendre par rapport à ces questions. Donc, moi, je crois que s'il y a... Il n'y a pas d'arbitraire, ça répond à la sécurité. De toutes les façons, même s'il y a des arbitraires, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, il y a des choses qui se passent, il y a une volonté de pouvoir faire les choses conformément aux textes et aux lois du pays. Et s'il y a des cas qui sortent de ça, mais il y a des voies de recours nécessaires pour pouvoir travailler. Même des personnes qu'on a dit qui sont disparues après, qu'elles sont disparues, après ont été retrouvées, et puis rien de particulier ne leur a été arrivé par rapport à ça. Mais nous sommes dans une situation extrêmement complexe où sur la base de certaines informations qui menacent la sécurité de l'État, nous sommes obligés de prendre des mesures par rapport à ces questions pour mieux comprendre la situation et surtout prévenir l'irréparable dans certains cas. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir en discuter ici. Ça nous a fait plaisir de vous avoir et ça permet de vous entendre aussi parce qu'on ne vous entend pas toujours. Vous êtes au four et au moulin et l'information, le narratif de l'autre prend souvent le dessus sur le vôtre. Il est peut-être temps que chacun prenne ses responsabilités pour expliquer ce qui se passe parce que beaucoup d'Africains croient en vous, voient en vous peut-être le début du changement, le début de changement de paradigme comme on dit aujourd'hui. Bon courage et merci d'être venu. Et à bientôt. Merci. Bon vent à l'AES qui ne doit pas décevoir, qui doit symboliser l'exemple de la souveraineté de l'Afrique. Bon vent également à l'APA, l'Alliance politique africaine, où j'ai remarqué une réelle liberté de ton qui tranche avec les discours très ampoulés, très convenus des autres institutions sous-régionales et africaines. Parlons vrai, c'est terminé pour aujourd'hui. Pensez à nous apporter votre précieux soutien sur notre application Afromédia dont le lien s'affiche sur votre écran. Merci pour votre fidélité.